Le lancement officiel des Journées malagasy de l'évaluation s'est tenu le 15 décembre 2020 en mode mixte, présentiel et ouvert à tout le monde chez Novotel Ivanj et en ligne grâce à Zoom. La première partie sera focalisée aux séries de discours. Le premier sera assuré par Monsieur le Président de Malagasy Association for Evaluation, suivi de Madame la Présidente de la Commission de l'évaluation aussi de l'Assemblée nationale. Et enfin, le Secrétaire général de la Présidence de la République va lancer officiellement cette journée. La deuxième partie sera consacrée aux deux conférences débats d'une heure et demie qui va s'intituler « Un outil d'aide à la décision » et l'autre sera « L'évaluation à l'ère de l'émergence ». Et nous terminerons par un petit rafraîchissement à la fin de cette demi-journée. La Journée malagasy de l'évaluation est une initiative de MAS, Malagasy Association for Evaluation, une association à but non lucratif et apolitique. Elle a été créée en 2004 par une dizaine de professionnels de l'évaluation et formalisée en avril 2010 avec une vingtaine de membres volontaires. MAS a alors pour mission de promouvoir la culture de l'évaluation et d'en asseoir la place dans les processus relatifs à la conception, la réalisation et la gestion des actions de développement public et privé à Madagascar. Cependant, les Journées malagasy de l'évaluation reposent sur de grands objectifs. MAS, en tant qu'Association nationale malagasy de l'évaluation, n'échappe pas à cette dynamique en prenant l'initiative d'organiser la tenue de ce deuxième événement des Journées malagasy de l'évaluation, la première étant organisée en 2014. Les Journées malagasy de l'évaluation, communément appelées JMEVAL, vont se dérouler dans un contexte particulier cette année et l'année prochaine, du fait qu'elles s'imbriquent aux initiatives et aux actions entreprises en matière de promotion de la culture de l'évaluation depuis l'année dernière et cette année 2020. Dans ce sens, ces journées vont apporter sa part de contribution dans l'institutionnalisation de l'évaluation, dont les principales fondations sont l'engagement du Parlement à travers l'Assemblée nationale à faire des évaluations des politiques publiques, l'engagement à très haut niveau de l'exécutif à mettre en place et à mettre en œuvre une politique nationale de l'évaluation et l'adhésion de nous tous et de nos partenaires techniques et financiers à soutenir ces volontés politiques. L'effectivité de l'évaluation joue un grand rôle dans le développement du pays. L'évaluation a pour objectif d'encourager la reddition des comptes et l'apprentissage. Elle vise à comprendre pourquoi et dans quelle mesure des résultats, voulus ou non, sont atteints et à analyser leurs conséquences. Une évaluation de qualité, si bien utilisée, peut orienter la planification, la programmation, l'établissement du budget, la mise en œuvre et la préparation de rapports. Elle peut également contribuer à l'élaboration de politiques fondées sur des données factuelles, à la réussite des actions de développement et à l'efficacité organisationnelle. Mis à part son effectivité, l'évaluation doit être pertinente afin que tout un chacun puisse atteindre les objectifs mis en place. L'évaluation est essentielle pour encourager la responsabilité de rendre compte et comprendre ce que nous faisons bien et ce que nous faisons peut-être mal. Chaque pays a cependant besoin d'inculquer dans sa politique la culture de l'évaluation. Selon Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, nous avons besoin d'une culture de l'évaluation. Une évaluation réalisée de manière indépendante, en temps réel et en toute transparence.
L'évaluation des politiques publiques est un acte à la fois politique et technique. Elle est indispensable pour examiner le degré de réussite des politiques mises en place par la puissance publique, rendre compte aux citoyens et améliorer l'intervention publique pour l'avenir. Io no ahafahantsika manitsy sy manatsara izay zavatra atao mba hananantsika toky fatratra ny tanjona napetraka ary ho tojo fahombiazana ny ezaka atao, ny vola ampiasaina ary indrindrandrindra ny etaetantsika amin'ny fampandrosoana. Tiako apetraka ety am-piandohana izany ary marieko eto fa sambany zao eo anivon'ny antenimieram-pirenena no misy ny atao hoe voamera misahana ny fanombanana ny politika-panjakana satria misoratra ao anatin'ny lalam-panorenana izany andraikitra izany ary satria rehefa nipetraka ity antenimieram-pirenena ity tamin'ny taona lasa dia anisan'ny fanamby napetraka Ramatoa filohan'ny antenimieram-pirenena ny famerenana ny asiny ny antenimieram-pirenena ka izany famerenana ny asiny izany dia midika ihany koa ny fandraisana andraikitra feno. Noho izany dia mijoro eto ny tenako ankehitriny satria mandray andraikitra izahay solombavam-bahoaka vonona hanatanteraka ny fanombanana ny politika-panjakana. À Madagascar, la loi portant sur l'effectivité de l'évaluation des politiques publiques a été mise en place en 2010. Tous les exécutifs, sans exception, en sont concernés. Le Parlement malagasy a réitéré son engagement sur l'effectivité de l'évaluation des politiques publiques. Le Parlement, en particulier l'Assemblée nationale, s'est inscrit actuellement dans cette dynamique de promouvoir et de rendre effective l'évaluation à Madagascar. C'est pour contribuer et renforcer l'action gouvernementale dans la mise en œuvre des politiques publiques qui sont à la base de toutes les actions que nous sommes en train tous et toutes d'accomplir pour le développement de Madagascar. L'Assemblée nationale malagasy a déjà mis en place l'EPP ou l'évaluation des politiques publiques. Que l'Assemblée nationale a mis en place la commission d'évaluation des politiques publiques. C'est une commission permanente qui est appelée à prendre ses responsabilités et à collaborer avec toutes les instances actrices de l'évaluation, en particulier, bien entendu, avec le pouvoir exécutif, mais aussi avec le pouvoir judiciaire, en particulier la Cour des comptes, qui nous soutient et qui nous appuie, qui nous assiste dans cette mission d'évaluation. En gros, les objectifs principaux des GIMEVAL sont alors la contribution à l'institutionnalisation de l'évaluation à Madagascar à travers un meilleur engagement des décideurs politiques, la contribution à l'amélioration de la performance nationale en matière d'évaluation à travers le partage de bonnes pratiques et expériences nationales et internationales, la promotion de la culture de l'évaluation à Madagascar et enfin la contribution à l'information du public sur le processus d'élaboration de la politique nationale. La mesure de la performance tient à cœur au président de la République malagasy, affirme le secrétaire général de la présidence. En conséquence, la tenue de ces journées a normalement eu le soutien de la présidence de Madagascar. Les journées malgaches de l'évaluation ou GIMEVAL. Je m'en réjouis non seulement en tant que représentant de la présidence, mais, et de surcroît aussi, par rapport à l'importante participation du PREA, le programme de réforme pour l'efficacité de l'administration, mais tout simplement en tant que citoyen. D'abord, une telle initiative ne peut pas obtenir l'aval de l'institution que je représente
Ici, car comme vous devez le savoir, la mesure de la performance est un chantier qui tient à cœur de Monsieur le Président de la République. Et mesurer la performance veut tout simplement dire aussi évaluer ce qui a été fait, en tirer les leçons et prendre les décisions qui s'imposent. De ce fait, l'évaluation est vraiment au cœur même du quotidien du travail de la présidence. Les habitudes qui deviennent ensuite des cultures, comme celle de l'évaluation qu'on veut mettre en place, est une philosophie de travail et non un show. La culture de l'évaluation est un outil indispensable à la machine de décision et est également un outil de décision qui ne peut souffrir d'aucun aller-retour ou d'aucun laisser-aller. Et pour cela, le gouvernement devra prendre toutes les actions courageuses et oser conduire également lui-même des auto-évaluations critiques et constructives. Et c'est ce qui se passe tous les ans où chacun des ministres, chacun des membres de l'exécutif se retrouve devant sa feuille blanche pour voir qu'est-ce qui a été fait, quelles sont les mesures correctives et surtout comment améliorer. Car c'est ça que l'on recherche à la fin de la journée, cette amélioration constante. Comme l'a indiqué et comme l'a mentionné Madame la Présidente de la Commission de l'évaluation de politique publique et conformément à l'article 68 de la Constitution, effectivement, le Parlement aussi a sa part de responsabilité. On doit avoir cette redevabilité commune vis-à-vis de la population pour voir comment est-ce qu'on amène par rapport à un programme sur lequel on s'est engagé à ce que le gouvernement, ce que l'État malagasy puisse non seulement atteindre les objectifs et s'il y a des écarts, voir comment est-ce que ces écarts peuvent être corrigés. Je peux me féliciter aussi de disposer, comme j'ai dit en préambule, du programme de réforme de l'efficacité de l'administration, le PREA, avec le coordinateur Bali Ndiatieno, que nous connaissons tous donc comme bras technique au niveau de la présidence de la République pour initier, appuyer et accompagner les chantiers d'évaluation à notre niveau. Pour terminer, et non des moindres, permettez-moi aussi de féliciter Madagascar. Car, si certains ne le savent pas, et je viens également de l'apprendre, nous avons déjà, dans notre actuelle constitution, des dispositions qui permettent et qui donnent à notre Parlement la charge d'apprendre des évaluations de nos politiques publiques. Nous ne pouvons que leur souhaiter une bonne réussite dans ces entreprises pour qu'ensemble nous œuvrons pour le meilleur de notre pays. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare donc ouvertes les journées malgaches de l'évaluation 2020. Merci et je vous remercie beaucoup pour votre attention. En mai 2014, MAS a déjà organisé des premières journées malagasy de l'évaluation à Antananarivo sous le thème de l'évaluation aux couleurs du pays. Des journées avec les objectifs suivants: la sensibilisation des décideurs et les acteurs de développement sur l'importance de l'évaluation, l'échange sur les acquis et défis de l'évaluation à Madagascar, le renforcement des capacités nationales en évaluation et le plaidoyer pour la promotion et le mainstreaming de la pratique de l'évaluation en tenant compte des spécificités culturelles du pays. Pour les JMEVAL 2020, de grands thèmes ont été abordés: l'évaluation, outil d'aide à la décision et l'évaluation à l'ère de l'émergence. Le premier thème abordé, évaluation, outil d'aide à la décision. Animé par Bali Ndiatieno, MAS Madagascar et administrateur d'AFREA, nous trouverons 4 panélistes: Erika Matelon, chef de section politique sociale auprès de l'UNICEF Madagascar; Benoît Gauthier, président du réseau francophone de l'évaluation; Soulouf Ramarsan, expert en gestion axée sur les résultats; et Samuel Kouakou, vice-président de l'Association africaine de l'évaluation. À quoi peut servir une évaluation dans le processus de prise de décision au niveau d'un pays?
c'est très très important. C'est une question de base à laquelle nos dirigeants sont confrontés, et il va falloir que nous puissions leur dire comment effectivement et pourquoi effectivement considérer une évaluation comme une partie intégrante du processus de prise de décision dans un pays. À quoi peut servir une évaluation dans le processus de prise de décision? J'aimerais bien partager une expression, une ancienne locution qui dit l'erreur est humaine, persévérer dans son erreur est diabolique. C'est une ancienne, très vieille locution qui, selon moi, décrit bien l'importance de l'évaluation. Avec, par exemple, des synthèses, des évaluations qu'on a fait auparavant, on peut informer la mise en œuvre des projets, des programmes, des politiques. On a entendu parler tout à l'heure d'évaluation en temps réel. Donc, l'évaluation, c'est aussi un outil dynamique qui nous permet d'évaluer la mise en œuvre de nos actions, de nos projets, de nos programmes, et aussi nous permet de prendre des décisions en matière de budgétisation. Avant d'investir de nouvelles ressources, l'évaluation nous permet de décider quels sont les programmes, quelles sont les politiques sur lesquelles il faut investir davantage. D'avoir des éléments de preuve pour prendre les décisions en toute objectivité, mais enfin pour permettre également aussi à toutes les personnes qui sont en charge de pouvoir financer quelques actions que ce soit, de pouvoir les faire en toute efficience, c'est-à-dire conduire cette action, ce programme avec un minimum de ressources, mais atteindre une plus grande efficacité. Et ma réponse est, une évaluation ne sert pas à grand-chose. Un esprit d'évaluation, une culture de l'évaluation, une évaluation, pas une évaluation, mais l'évaluation continue servent à la prise de décision. Une évaluation ponctuelle d'une initiative, selon mon expérience, a peu de chances de porter des fruits importants. Par contre, une habitude d'évaluation le permet. J'irai compléter sur ce que Bernard vient de dire, sur la culture de l'évaluation. À quoi elle va servir? On l'a dit techniquement. En quoi une culture de l'évaluation va faire en sorte que ça ait un impact sur les prises de décision? S'il y a une culture d'évaluation, il y aura, pour tous ceux qui sont impliqués dans des programmes, dans des politiques, en particulier dans leur élaboration, il y aura un souci par rapport à l'évaluation. Il y aura donc l'idée que ce que je vais faire, ce que je vais développer, devra servir à la population et que l'évaluation sera facilitée par ce que je vais faire. Et cela que je ramène à ma chapelle, il faudra bien que lorsque je vais planifier un programme, voire développer une politique, je fais en fait contribuer à l'évaluabilité de ce programme et faire en sorte que l'évaluation soit un outil qui me permette d'ajuster, de prendre des mesures correctrices, mais aussi de confirmer que j'atteins les résultats que je souhaitais. S'il y a vraiment une évaluation de qualité, la population peut décider d'y adhérer à ce programme, à cette politique. La population peut s'engager dans l'atteinte de ces résultats qu'on veut atteindre avec ces programmes et ces politiques. Encore faut-il que cette évaluation, les résultats de cette évaluation soient partagés avec elle. Elle prendra les décisions en conséquence. Nous savons tous qu'entreprendre une évaluation coûte de l'argent.
Et la plupart de nos dirigeants se réfugient derrière l'idée que comme ça coûte de l'argent, il vaut mieux plutôt investir dans quelque chose de pratique qui soit palpable directement par la population, plutôt que d'investir dans une évaluation qui, à terme, risque effectivement de ne même pas être considérée par les décideurs. Maintenant, M. Lechépé l'a dit dans son discours tout à l'heure, l'évaluation est un luxe. Ma question à vous quatre maintenant, c'est que, est-ce que l'évaluation est un luxe qu'un pays pauvre comme Madagascar ne peut pas se permettre? Je réponds vraiment, essayez de vous en passer pour voir. Parce que le coût le plus important, ce n'est pas le coût d'étudier ces résultats. Le coût le plus important, c'est celui de ne pas tenir compte de ces résultats. C'est celui de répéter ses erreurs. C'est ça le coût le plus important. Et pour moi, c'est également aussi, je défends la thèse que l'évaluation n'est pas un luxe. Qu'est-ce qu'un luxe? Comme on le définit comme étant un caractère coûteux, un caractère somptueux. Pour nous ici, l'évaluation nous permet de faire un bon investissement. L'évaluation nous permet de faire un retour sur investissement. Et l'évaluation permet de pouvoir conduire ces activités en minimisant, n'est-ce pas, le superflu. Et c'est pour cela que pour les personnes qui n'ont pas assez de ressources, ou même pour les pays qui n'ont pas assez de ressources, comme le Madagascar, au contraire, l'évaluation est une activité qui devait permettre au pays de faire des économies substantielles. L'évaluation, c'est un investissement. Et je pense que paradoxalement, ne pas faire d'évaluation pourrait être un luxe pour Madagascar. Comme on le sait, Madagascar est malheureusement l'un des pays les plus pauvres au monde. On a un espace fiscal très limité en termes de ressources du gouvernement. Donc, chaque dollar, chaque ariari dont on dispose, dont les gouvernements disposent ou les partenaires techniques et financiers disposent, est crucial pour le développement du pays. Et donc, c'est important, je pense, que Madagascar investisse ses ressources dans des projets, dans des programmes, dans des politiques qui donnent des résultats et qu'on peut effectivement, à travers l'évaluation, démontrer ces résultats. C'est pour cela que je pense que nous avons besoin de plus d'évaluation, mais je pense que c'est aussi important pour un pays comme Madagascar d'être stratégique dans la planification de ces évaluations. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que c'est d'abord important de faire les évaluations au bon moment. On ne veut pas faire des évaluations quand il y a déjà des processus décisionnels en cours et finalement les résultats de l'évaluation ne seront pas utilisés. Le coût d'une évaluation ne dépasse pas le coût de la non-évaluation. Merci Slouf. Je vais retenir et je vais vous rappeler 3-4 mots que vous avez tous cités tout à l'heure. Il y a la question de la participation, il y a la question de l'indépendance. Slouf a prononcé quelque chose qui est très important, c'est le coût de l'évaluation contre le coût de la non-évaluation. Très important. Et Erika avait sorti tout à l'heure le mot stratégie. Et Benoît et Samuel avaient répété sans cesse les processus. Ma question est maintenant, est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour entreprendre une évaluation, pour que les résultats d'une évaluation soient effectivement un outil d'aide à la décision? L'Association africaine d'évaluation que nous avons l'honneur, n'est-ce pas, de représenter ici, des réflexions ont été déjà menées pour conduire à ce que nous appelons l'évaluation menée dans le contexte africain. Je crois qu'en anglais, on dit évaluation made in Africa.
pour dire que d'abord, pour nous, Africains, l'évaluation doit être contextualisée, c'est-à-dire conduite par des évaluateurs nationaux ou même qui connaissent bien, n'est-ce pas, le contexte africain. Et ça, c'est vraiment assez important pour pouvoir réussir une évaluation. Et ensuite, l'évaluation doit être conduite dans un esprit d'apprentissage et d'amélioration. Parce que très souvent, lorsqu'on entend évaluation, il y a ce rapprochement qu'on fait avec le contrôle, qui fait que toutes les personnes à qui nous parlons de l'évaluation sont très réfractaires à la question même d'évaluation. Et il est important de pouvoir sensibiliser, sinon bien expliquer que l'évaluation est conduite dans un esprit d'apprentissage et d'amélioration. Le troisième point, c'est l'inclusivité de l'évaluation. Il est important que lorsque nous faisons toute cette revue, les personnes concernées directement ou indirectement, que nous appelons les parties prenantes, doivent faire l'objet, n'est-ce pas, doivent participer à cette évaluation. Donc, lorsque nous allons concevoir tout ce qui est outils, les questionnaires en ligne ou pas en ligne, il faudrait, n'est-ce pas, prendre soin d'inclure toutes ces personnes-là dans le panel à rencontrer ou avec lesquels, n'est-ce pas, échanger. Le quatrième point, c'est sur vraiment la qualité de l'évaluation et sur l'impartialité, n'est-ce pas, de l'évaluation. Comme on l'a dit dans la définition de l'évaluation se veut vraiment objective. Et pour cela, il faut pouvoir s'assurer que l'évaluateur lui-même est impartial et que le rapport qui va s'en découdre rend fidèlement compte des évidences, disons des preuves qui ont été observées par l'évaluateur. Un peu provocatif en disant qu'une bonne évaluation ne devrait plaire à personne. Parce qu'elle doit comprendre des éléments qui appuient, confortent les résultats de l'action menée. Mais d'un autre côté, cette évaluation doit aussi mettre en évidence ce qui est à améliorer, ce qui peut être des points faibles qui sont à modifier. Tout cela devrait reposer sur des évidences qui sont reconnaissables par tout le monde, de quelque côté qu'il soit. Et tout cela, en fait, va dans le sens de la crédibilité. La première, c'est la qualité du travail d'évaluation, donc la professionnalisation des acteurs de l'évaluation, tant du côté des fournisseurs que des récepteurs. Le deuxième point, c'est la qualité des liens interpersonnels à l'intérieur de la dynamique d'évaluation, parce que l'évaluation, c'est une activité humaine, c'est donc une activité interpersonnelle. Troisièmement, l'identification d'intermédiaires crédibles entre les producteurs d'informations, les évaluateurs, les évaluatrices, et les consommateurs d'évaluation, parce qu'il n'y a pas toujours un lien direct, étroit entre l'un et l'autre, mais en conséquence, il faut qu'il y ait ce lien de confiance qui soit établi par un intermédiaire crédible. Quatrièmement, il faut que les résultats d'évaluation soient accessibles à l'auditoire pour lesquels ils sont créés, ce qui veut dire adapter le contenu à l'auditoire visé. Et dernièrement, à mon sens, le plus important, c'est l'existence d'un environnement favorable qui prend la forme d'une gestion axée sur les résultats. Personnellement, je préfère dire d'une gestion axée sur les effets et
d'une culture administrative d'innovation, une culture administrative qui permet, qui valorise à la limite l'erreur. Mais qui va s'assurer d'écouter aussi bien ceux qui ont été impliqués que ceux qui étaient supposés bénéficier de cette action. Les parties prenantes, je le répète, il serait vraiment utile dans l'évaluation s'ils amènent l'information. L'évaluation ne peut pas se réaliser sans cette information. Et là, il y a un souci de transparence également qui vient au-dessus de tout ça pour que réellement l'information permette de mener une évaluation de qualité. Moi, je pense que la participation n'est pas seulement la participation à les travaux des recherches elles-mêmes, mais aussi la participation, ça se fait par une restitution des résultats de l'évaluation que je pense on doit communiquer aussi à tous les participants à l'évaluation, bien sûr avec des formes et des outils différents, mais c'est important qu'on ne demande pas seulement, par exemple, aux bénéficiaires de répondre à des questions, mais qu'on fasse un retour sur les résultats de l'évaluation. Vraiment pour rendre la participation pas seulement un exercice unidirectionnel, mais bidirectionnel avec un retour d'information vers tous les participants, tous les parties prenantes à une évaluation. Les parties prenantes, généralement, quand on le dit, les parties prenantes, c'est en fait un thème savant, mais en fait, les parties prenantes, comme j'ai dit, c'est les personnes qui sont concernées directement par l'activité, bien par le programme, ou ceux qui sont, n'est-ce pas, influencés par le programme. Par exemple, les parties prenantes seront les élèves, les enseignants, ceux qui sont concernés directement, mais aussi les parties prenantes, je dirais, indirectes, c'est tout le ministère de l'Éducation nationale, et même également aussi les parents qui ne sont pas des élèves, mais qui, disons, bénéficient de la présence de l'école dans la région ou bien dans la zone d'exécution du projet. Donc, c'est un peu ces éléments que je voudrais apporter sur les parties prenantes et surtout vraiment l'importance de conduire des évaluations à distance. Merci. Merci Samuel. Demandons maintenant à Benoît de clôturer cette question sur l'évaluation à distance. Benoît, à toi. Je serai bref parce que Samuel a déjà donné les points les plus importants. Je dirais simplement que l'évaluation à distance, nous en avons fait l'expérience en 2020 à grande échelle. Et malheureusement, nous avons appris que oui, on peut économiser sur certains frais, mais que cette économie vient au coût de l'exclusion de certaines personnes qu'il est difficile de rejoindre par des moyens électroniques et au coût de la perte d'informations sur certaines valeurs et sur certains critères de valorisation qui sont portés par des personnes et des groupes qui sont moins aisément rejoignables de cette façon-là. Donc, il y a peut-être un certain gain ou une certaine économie, mais il y a, à mon sens, une perte encore plus grande à travailler à distance. J'ai beaucoup apprécié quand vous aviez associé le verbe évaluer à apprendre et réfléchir, et ensuite investir. Et les deux dernières interventions des panélistes en présentiel m'ont vraiment interpellé en distinguant l'auto-évaluation de l'évaluation externe, objective, indépendante, transparente, légitime, crédible. Et puis, il y a aussi donc les mesures à prendre après les résultats d'évaluation, en séparant, par exemple, pour le cas de l'UNICEF, le plan de riposte du résultat de l'évaluation. Donc, ma question pour le cas de Madagascar, est-ce que vous estimez que dans cette promotion de la culture d'évaluation, il y a est-ce qu'il n'y aurait pas une insuffisance
de valorisation des organes externes, justement pour avoir ce regard objectif, transparent, indépendant et tout le reste. Je me réfère à la Cour des comptes. Merci. Je trouve que l'indépendance de l'évaluation est clé. Et si on regarde par exemple le principe des Nations Unies pour l'évaluation, cette indépendance et externalité de l'évaluation est vraiment fondamentale pour assurer une bonne qualité des résultats de l'évaluation, mais pas seulement une bonne qualité, aussi une bonne utilisation et crédibilité des résultats. L'auto-évaluation est important et je pense que chaque institution devrait avoir des mécanismes, des revues internes, des plans de travail, des actions mises en œuvre, etc. Mais après, voilà, c'est important d'identifier qui, dans le cadre de chaque institution, est mieux placé, plus indépendant pour gérer des processus d'évaluation et donc faire en sorte que l'évaluation reste quand même une fonction indépendante par rapport à la fonction de gestion des programmes, des projets et des politiques, mais une fonction qui parle avec aussi les personnes qui prennent ces décisions. Et aussi, je pense, c'est important que qui détienne la fonction d'évaluation a aussi les moyens pour, bien sûr, commissionner des évaluations indépendantes. Ça ne veut pas dire que les évaluations doivent être faites par l'institution elle-même, mais il faut que l'institution ait les ressources, par exemple, pour contracter des cabinets externes qui peuvent mettre à disposition des évaluateurs professionnels pour conduire l'évaluation. Benoît, qu'est-ce que tu en penses, Benoît, de cette externalité de l'évaluation? C'est un sujet délicat, mais à la fois, mais aussi traditionnel. J'ai 35 ans de cheminement en évaluation et on parle d'indépendance depuis ma tendre enfance. Oui, on associe le mot indépendance au mot évaluation, le mot externe au mot évaluation, mais il existe toute une tradition d'évaluation interne, indépendante. J'aime pas beaucoup le mot indépendant. Dégagé, neutre, il y a toutes sortes d'autres mots qu'on peut utiliser pour remplacer le mot indépendant parce que ce n'est pas une indépendance détachée, c'est une indépendance engagée. Historiquement, une critique qui a été faite des évaluations menées par des universitaires, c'était que les universitaires imposaient leur point de vue théorique sur des évaluations sans tenir compte des besoins des gestionnaires, des besoins tangibles des gestionnaires. On critiquait ces évaluations parce qu'elles étaient trop éloignées des besoins des récepteurs d'informations. Donc, indépendance, oui, mais indépendance connectée, indépendance engagée avec les gestionnaires, avec les parties prenantes, pour reprendre ce terme-là, avec la société civile, pour être à même de refléter les soucis et les valeurs de ces différents acteurs. J'en arrive à la dernière question et je reviens au cas de Madagascar. À votre avis, je sais bien que Benoît et Samuel sont au niveau international, mais j'aimerais quand même savoir, selon votre connaissance de Madagascar, ou d'un pays similaire comme Madagascar en niveau de pauvreté, quels sont les domaines de plus grande priorité pour le pays où la capitalisation de l'évaluation est cruciale pour le développement? Question très importante pour essayer de guider aussi quand même les exercices d'évaluation dans ce pays.
Erika, tu peux commencer, s'il te plaît? Bien sûr. De manière générale, je dirais les programmes de développement du capital humain sont clés. Par exemple, je pense à la domaine de la santé, de la nutrition, des vaccinations. On a parlé de ça tout à l'heure avec Soulouf, de l'éducation et de la protection sociale. Je pense que ces domaines-là sont vraiment très importants pour le développement du pays. Et donc, je crois aussi qu'il faut planifier de manière stratégique des évaluations pour voir comment on peut améliorer ces programmes, ces politiques pour atteindre des résultats pour la population malgache. Merci, Erika. Soulouf? Oui, en ligne avec les commentaires que j'ai faits, par exemple sur les épidémies, je considère que l'évaluation devrait nous aider aussi à mieux gérer toutes ces catastrophes qui se succèdent, qui sont en fait prévisibles dans le pays. Nous avons régulièrement des cyclones, nous avons régulièrement la sécheresse, nous avons des épidémies. Les évaluations devraient nous permettre d'être un peu plus préparés, de prendre des mesures de prévention et en tout cas avoir une réponse qui d'une certaine manière, adoucisse l'impact de ces chocs sur notre développement. C'est vraiment quelque chose qui, si on regarde les indicateurs du développement, ils sont impactés par ces catastrophes qui se succèdent, qui se multiplient et sur lesquelles nous avons vraiment des problèmes de résilience qui nous empêchent d'arriver là où on veut arriver dans le temps voulu. Je sais que nous avons des bureaux qui sont consacrés exclusivement à la gestion des catastrophes, mais il serait peut-être utile que dans l'organisation de nos interventions, que ce soit dans le domaine social ou dans le domaine économique, on tienne compte de cette dimension risque de catastrophe et arriver avec les évaluations, arriver à être prêt à en atténuer l'effet sur notre processus de développement. C'est un peu le point que je voulais faire. Ces mécanismes d'évaluation existent avec les intervenants externes. Je rejoins peut-être sur le point précédent, c'est qu'il y aura toujours une certaine réticence peut-être à prendre en compte des évaluations qui viennent vraiment de l'extérieur. Et c'est là l'idée que ça renforce la nécessité d'avoir sa propre politique et d'institutionnaliser l'évaluation dans nos mécanismes normaux. Très intéressant comme réflexion, Soulouf. Samuel, je sais bien que tu n'as jamais mis les pieds à Madagascar, mais je sais que tu as travaillé dans pas mal de pays qui sont presque similaires au niveau de Madagascar. Quel serait, à ton avis, un ou des domaines de priorité en matière d'évaluation? Ok, merci beaucoup, Bali. Effectivement, je connais le pays à distance, mais j'ai eu au moins l'opportunité de séjourner un long moment au Japon, qui est également aussi un pays, je dirais, entouré également aussi des eaux comme Madagascar. Et de l'actualité que nous recevons, n'est-ce pas, du pays, les deux secteurs prioritaires que nous voyons, c'est d'abord le secteur de la santé. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, avec la COVID, un espoir est venu, n'est-ce pas, de Madagascar. Et nous, cet espoir-là doit pouvoir, disons, être consolidé et puis être mieux affirmé. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il est important de pouvoir apprécier
la mise en œuvre de toutes ces réponses à la COVID, notamment en mettant en place un médicament bio-organique. Toutes ces initiatives doivent pouvoir vraiment faire l'objet d'une évaluation afin de pouvoir mieux apprendre et puis pourquoi pas avoir aussi un médicament africain certifié qui puisse réellement contribuer à la lutte contre la pandémie. Aujourd'hui, avec la pandémie, pour nombreux pays, c'était vraiment l'arrêt de l'école, l'arrêt, n'est-ce pas, des échanges internationaux avec la fermeture des aéroports, mais également aussi une perte considérable, n'est-ce pas, d'emploi. Et pour nous, ce domaine doit pouvoir faire l'objet, n'est-ce pas, d'une attention particulière. Le second domaine, comme je l'ai dit, pour avoir, n'est-ce pas, vécu au Japon pendant un long moment, c'est le domaine, n'est-ce pas, du tourisme. Parce que le tourisme également aussi apporte à la pointe des revenus substantiels. Mon problème avec cette question-là, c'est qu'on peut justifier des priorités dans n'importe quel domaine. L'éducation, c'est important, la santé, c'est extrêmement important, l'environnement physique, c'est important, les infrastructures humaines comme physiques, c'est important. Quelque part, tout a trait au développement. Donc, choisir des cibles, c'est extrêmement difficile et c'est peut-être contre-productif. Je vais revenir sur un message que j'ai lancé plus tôt. Pour moi, le plus important, la priorité, ça doit être la création d'un environnement favorable à l'évaluation. Ça veut dire la création d'une culture d'apprentissage, si elle n'existe pas déjà, la création d'une culture d'innovation et l'attention à la gestion des effets, la valorisation de la gestion des effets plutôt que la valorisation de la gestion des ressources ou des produits. Donc, si le travail des gestionnaires à produire des effets désirables et valorisés, l'évaluation fera normalement partie des outils qui seront en demande par l'administration publique. Le second et dernier thème abordé, l'évaluation à l'ère de l'émergence. Animé par Asnarakutu Zafiarsou, Mas Madagascar, administrateur du RFE, nous aurons 3 panélistes. Colette Radzorsan, directeur de la coordination et du suivi évaluation des programmes au sein du ministère de l'économie et des finances à Madagascar. Max Rasenjassou, directeur général du cabinet Ambre Associates, service e-consulting, service conseil en système d'information et finances publiques. Et enfin, Arlan Travel-Manantsou, directeur de projet chez ONGSA, consultant en évaluation et gouvernance, également président de la MAS. Donc, même s'il est déjà midi, bonjour à tous et bienvenue à cet atelier de lancement de la GIMEVAL. En réponse à ta question, donc à Madagascar, le suivi évaluation a toujours tenu une place importante dans les différentes stratégies de développement. En effet, à travers les documents successifs de vision et de cadrage élaborés par le gouvernement, l'on remarque l'importance qu'attache le gouvernement dans la mise en place de la bonne gouvernance à Madagascar. Donc ceci démontre que l'évaluation des politiques publiques constitue une priorité pour le gouvernement. Au niveau du gouvernement, plus particulièrement au niveau du ministère de l'économie et des finances, le système national intégré de suivi et évaluation, donc le SNIS, a été opérationnel depuis l'année 2008. Pourquoi le SNIS? C'est pour suivre et évaluer les programmes du gouvernement, mais sa mise en œuvre est limitée aux activités de suivi avec quelques narratifs sur les impacts des programmes et des projets.
Donc, de tout ce qui a été dit, donc, il s'avère important que Madagascar doit se doter d'une politique nationale de l'évaluation permettant de mettre au centre des politiques publiques la fonction évaluation. L'un des grands objectifs de l'élaboration de cette politique est de fournir des éléments de décision politique et stratégique à l'endroit des autres instances de décision. Spécifiquement, donc, il s'agit de mettre en place une vision en matière d'évaluation, de développer la culture d'évaluation en réponse à la non-appropriation de l'évaluation par les acteurs de développement. Il s'agit aussi d'intégrer le système de suivi-évaluation dans les pratiques de gestion publique en réponse à l'inefficience des politiques publiques, mais aussi à un manque d'évaluation périodique des politiques publiques. Et finalement, il s'agit d'avoir, pour les gouverner, une meilleure appréciation de l'efficacité des gouvernants par le biais des résultats de l'évaluation qui devraient enrichir les débats publics. Tu poses la question des enjeux. En fait, il est vrai que une politique nationale d'évaluation, la question ne se pose pas sur sa pertinence. Vraiment, la réponse est oui. Par contre, moi, j'attirerais peut-être je mettrais peut-être l'accent, si tu veux, sur 4 points. En fait, tout a été presque dit tout à l'heure, mais je voudrais juste insister là-dessus. Le premier, c'est en fait l'environnement. Je pense que c'est Benoît qui a insisté là-dessus, l'environnement, la culture de l'évaluation. Si je regarde Madagascar aujourd'hui, ça bouillonne. Mais vraiment, ça bouillonne en termes d'évaluation. Il y a MAS, il y a la société civile qui bouge beaucoup. La Cour des comptes était bien représentée tout à l'heure. Mais n'empêche, ça bouillonne, mais on ne voit pas encore très bien qu'est-ce que ça va donner et comment ça va se passer, que ce soit au niveau national et au niveau local. Donc vraiment, l'enjeu premier, à mon avis, c'est vraiment comment mettre en place cet environnement de l'évaluation, cette culture de l'évaluation dont a parlé Colette. Là-dedans, le deuxième point qui est fortement lié à ça, en fait, c'est vraiment le rôle un peu de tous les acteurs. Tout à l'heure, j'ai parlé de la Cour des comptes, de la société civile. Comment tout cela va en fait jouer son rôle dans le cadre notamment de l'évaluation des politiques publiques. Moi, je travaille beaucoup dans ce domaine, donc vraiment c'est cet aspect-là. Le troisième volet, c'est on a à Madagascar, à mon humble avis, un grand défi ou des enjeux en fait dans l'amélioration de la qualité, je dirais, des outils. Je vais prendre un exemple immédiatement. Je prends la loi de finances en fait. La loi de finances, vous le savez tous, vous avez le tome 1, l'annexe 2, il y a le document de performance. Bon, là-dedans, pour nous tous qui travaillons un peu dans le domaine de suivi-évaluation, vous avez une grande partie qui parle de logique d'intervention. Après, immédiatement, vous voyez un peu les indicateurs. Par contre, quand vous regardez les indicateurs qui sont mis dans cette annexe 2 du tome 1, si vous voulez, on est loin de ce qu'avait par exemple parlé tout à l'heure Slouf. Slouf a dit, vous, je crois, au lieu de Zarabit. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, la loi des finances, certes, il y a un cadre qui est là, par contre, le contenu est très perfectible. Je cite juste 2 exemples là. Prenez au hasard, vous allez voir là-dedans, donc une loi de finances de l'État qui va prendre comme indicateur le nombre de gares créées. Tu vois, donc c'est vraiment c'est le niveau immédiat pour nous. Après donc l'activité, c'est juste le livrable ou l'extrait. Certes, il y a d'autres niveaux qui parlent par exemple de réduction du taux d'insécurité. Donc le cadre, l'outil, si vous voulez, de travail de l'État est perfectible. Donc c'est un enjeu, à mon avis, qu'il faut voir. Maintenant, le dernier, je m'arrête là-dessus, c'est vraiment des défis techniques. Je cite simplement 2 points là-dessus. Le premier, c'est les données. On ne peut pas faire d'évaluation s'il n'y a pas de données. Je pense que les autorités qui ont parlé au début ont parlé de ça. Benoît a insisté là-dessus sur les évidences factuelles. On a des difficultés à Madagascar pour accéder aux données.
et les vraies données. Comment faire pour cela? Donc, je pense que c'est un aspect qui doit être vraiment traité dans la politique nationale de l'évaluation. Le deuxième, c'est un problème très terre-à-terre. Au-delà de l'accès aux données, c'est vraiment l'accessibilité du territoire. On va faire par exemple une évaluation. Je cite un exemple de la semaine dernière. C'est des amis qui ont fait des évaluations du côté d'Ambatlampi, en fait, mais vraiment la zone ouest, mais vraiment très loin. Je ne sais pas comment on l'appelle en français, mais les Tuerana fait une paras l'Afrique. En fait, c'est si vous voulez, des chics dans les pieds. C'est-à-dire que l'équipe, en fait, qui ont travaillé dans cette évaluation ont eu des difficultés pour réaliser la mission de par cette difficulté d'accès. Donc, je pense qu'à Madagascar, il y a vraiment un défi technique pour l'évaluation. Je m'arrête là, Yassine. Yassine voulait peut-être dire que j'ai plusieurs casquettes. Mais là, donc, je vais intervenir un peu en tant que intervenant, surtout au niveau local, au niveau des collectivités. Ce n'est pas seulement avec un seul projet où j'ai travaillé à ce niveau-là, mais ça fait quand même un bout de temps qu'on a travaillé au niveau des collectivités, au niveau des citoyens à la base. Et mis à part tout ce qui a été dit par rapport à l'intérêt d'avoir une politique nationale qui cadre un peu les pratiques de l'évaluation, je pense que c'est légitime si je dis qu'il est important de faire rencontrer les expériences locales avec les stratégies nationales. Au niveau des collectivités, depuis quelques années, comme les collectivités sont censées délivrer des services aux citoyens, c'est là que les citoyens se rendent compte de l'effectivité d'un pouvoir délégué aux gouvernants. Et c'est là que les citoyens aussi peuvent vraiment apprécier si tels services sont satisfaisants ou non. Et c'est là qu'on menait déjà des expériences, par exemple, des expériences telles que les évaluations par les citoyens. Je peux en parler beaucoup parce que les expériences, il y en a pas mal déjà à Madagascar depuis au moins une dizaine d'années. Mais ces évaluations citoyennes, même si les citoyens ne sont pas des spécialistes, ils arrivent quand même à vraiment s'exprimer par rapport à leurs critères de satisfaction. Et c'est ça l'important. Après, on rencontre ce qu'on a toujours dit ce matin, c'est encore besoin de vraiment asseoir la culture de l'évaluation. Et c'est là que j'arrive vraiment à la pertinence d'avoir une politique nationale de l'évaluation qui un peu une sorte de caisse de résonance des pratiques évaluatives au niveau local et qui tiennent en compte quand même des constantes de l'évaluation qui sont comme on a dit tout à l'heure, l'objectivité, l'accès aux informations, la qualité de l'évaluation. Ça contribue et ça rencontre les aspirations des communautés locales, des citoyens au niveau local, de les encourager par l'encouragement à pratiquer l'évaluation citoyenne. Donc, du point de vue de la société civile, je dirais, quand on parle de politique nationale de l'évaluation, je dirais que le processus importe autant que le document lui-même. La façon dont nous avons mené cette année 2020, le processus d'évaluation a impliqué beaucoup de monde, beaucoup de, comme on dit, parties prenantes. Et ça nous a quand même ouvert pas mal de boîtes qui sont restées fermées par rapport à qu'est-ce qu'on doit savoir sur l'évaluation et comment on doit valoriser les résultats d'évaluation. Et ça,
même au niveau des citoyens qui devraient aussi se sentir responsables par rapport au suivi de la qualité des services publics. Ça importe beaucoup. Au titre de suivi et évaluation, la DGEP a pour obligation de publier annuellement le rapport de mise en œuvre des programmes du gouvernement, comme Hassan l'a annoncé tout à l'heure. Il y a aussi le rapport de synthèse de mise en œuvre des priorités régionales. Donc c'est une synthèse à partir des 22 rapports issus des 22 régions. Il y a aussi le rapport sur la coopération au développement. Donc c'est le rapport de suivi des flux des aides publiques au développement. Il y a aussi la matrice de l'évaluation des politiques et des institutions nationales, le Country Policy and Institutional Assessment, donc c'est le CPIE. Tout ça à travers le système national intégré de suivi-évaluation et dans l'objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, de doter aux instances supérieures des outils d'aide à la décision. Je tiens à vous signaler que, en référence aux autres activités de suivi des autres entités, je prends l'exemple de suivi de l'exécution budgétaire. Le SNIS se base sur les indicateurs de résultats. Et là, on a aussi des difficultés sur la collecte des données, sur la fiabilité des informations. Asne a demandé tout à l'heure quel est le défi au niveau de notre département. Donc actuellement, on est en train de mettre en place une base de données online. Ça aussi, c'est avec l'appui du système des Nations Unies, plus particulièrement le PNUD. Donc ça, c'est un grand défi pour pouvoir collecter facilement les données au niveau des ministères centraux et aussi au niveau des secteurs. En matière d'évaluation, dans la structure de pilotage et de suivi-évaluation du PEM, la Direction générale de l'économie et du plan est appelée à élaborer toujours le rapport technique, je dirais bien technique, de mise en œuvre des programmes du gouvernement. Ce rapport va être destiné à une cellule stratégique qui va élaborer un rapport stratégique à l'endroit des instances de décision. Je crois que c'est tout, Yasmin. Merci. Parfait, Ranjen Touvne, je m'occupe du projet de décentralisation de la GIZ. J'aimerais rebondir sur ce que Arland a mentionné tout à l'heure sur l'évaluation citoyenne qu'on peut généraliser par l'évaluation des bénéficiaires de la délivrance des services publics. Parce que tout à l'heure, j'ai comme impression quand on parle de politique publique, comme si ça ne concerne que les politiques sectorielles, alors qu'en plus de ça, il y a aussi les politiques publiques territoriales, pas seulement au niveau régional, mais surtout au niveau communal. Depuis quelques années, les communes, dans le processus d'élaboration du budget, de programme, disposent aussi de documents de performance où il y a les indicateurs, objectifs, etc., et que j'ai comme impression qu'on n'a pas besoin du tout à ce moment de ces documents de performance parce que personne n'en parle, on n'évalue pas les atteintes des objectifs et que la contribution des territoires ne figure pas dans le système national. Et donc il y a un dialogue à établir, à mon sens, entre le national et le local.
hein, comme si ce qui se fait au niveau national n'intéresse pas le local et ce qui se passe au niveau local n'intéresse pas le national, alors que, par exemple, dans la localisation des ODD actuelles, je crois que le local ou les acteurs ou la société civile s'intéressent aussi à savoir, voilà, on a atteint ces tels indicateurs, dans quelle mesure tel acteur au niveau national a aussi contribué dans l'atteinte de ces indicateurs. Et c'est ça qui peut créer une dynamique des acteurs, donc une dynamique nationale pour collaborer ensemble dans l'atteinte des différents indicateurs qu'on cherche dans les différentes politiques publiques. Lucette Ranouvloul, actuellement, je suis sur une mission d'une évaluation conjointe, d'un projet conjoint de l'UNICEF et de l'AFD. En fait, ma question, c'est surtout, merci beaucoup en tout cas, parce que c'était très intéressant, tous nos échanges depuis ce matin, avec les panélistes ce matin et de vous-même actuellement, ça se complète. Et ma question est, justement par rapport, vous avez beaucoup parlé de participatif, d'inclusion, on devrait surtout penser aux cibles. Qui sont les cibles? Ce sont les enfants, les femmes, les hommes de ce pays qui font la richesse de notre pays. Mais ma question, ça va être plutôt être axée sur la stratégie, les politiques nationales. Il fut un temps où, pas très longtemps, tout récemment même, il y a quelques, disons, un an et demi, on a fait une évaluation nationale sur une problématique de Madagascar, sur la protection de l'enfance. L'évaluation a été acceptée par tout le monde. Par la suite, on a élaboré la stratégie nationale pour cette stratégie-là. Il y avait 5 ministères clés qui ont été inclus là-dedans. Les régions ont participé dans l'évaluation et dans l'élaboration de la stratégie. La stratégie nationale a été par la suite approuvée au niveau du Conseil du gouvernement. Mais juste après, il y a eu changement de gouvernement. Et cette stratégie nationale qui est pourtant cruciale, quand nous sommes allés sur le terrain, vous avez parlé tout à l'heure d'accès dans les Fouktan, dans les communes les plus loin possible. On est allé jusque là-bas pour avoir vraiment leur ressenti, comprendre leurs problématiques. Et on a essayé de mettre ça ensemble et pour avoir vraiment une stratégie qu'on appelle nationale. Mais par la suite, il y a eu un changement de gouvernement et la stratégie nationale est restée dans les tiroirs de je ne sais pas où. Mais ça fait quand même mal au cœur, après tant d'argent, après tant d'efforts des autorités décentralisées, des communes, des élus, des enfants surtout, et des parents, qu'on puisse en rester là. On a failli avoir pas mal de ressources au niveau international, mais dès qu'on en parle au niveau gouvernemental, c'est niette. Et ça fait mal au cœur. Donc, moi, ma question, c'est comment faire? On parle d'émergence. Si on parle d'émergence, il faut qu'on améliore notre façon de voir les choses, de changer les choses. Oui, il y a des cas où ça se produit, mais là, parmi les conditions cadres de la réussite et de l'émergence et de la politique nationale de l'évaluation, il doit y avoir en premier lieu la visibilité d'une volonté politique, l'appropriation de la culture de l'évaluation par tous les acteurs et surtout, comme Mme Lucette l'a dit, la valorisation des opportunités de l'existence des politiques sectorielles. Donc, on va mettre tout ça dans les conditions de réussite et de l'émergence et de la Pénéval. Merci. Elle a touché une question très sensible par rapport à la pertinence d'une politique nationale de l'évaluation qui devrait insister à ce qu'on ne change pas de politique du jour au lendemain sans évaluation. Sans une évaluation,
de qualité avec donc ce qui est déjà défini, ce qui devrait être défini d'ailleurs dans la politique elle-même. Parce que notre politique actuelle, que je connais un peu, il n'est pas encore sorti officiellement, elle elle comporte certains standards. Et j'en profite pour nous informer que ces standards ont été élaborés en tenant compte des spécificités nationales. Et c'est ça qui doit quand même être pris en compte. Et donc, pour répondre à la question, il n'y a pas une question solution miracle, mais une politique nationale est aussi faite pour que on ne change pas une stratégie ou une politique publique quelconque sans passer par une évaluation. Avant de donner la parole à notre président Arland, qui va clôturer aussi cette séance, 2 mots. Primo, le premier panel a traité l'évaluation d'aide à la décision. Nous savons tous que la majorité des résultats d'évaluation sont sans oubliettes, ne sont pas utilisés. Et ça, c'est, comment dire, un facteur bloquant pour la performance parce que nous savons tous qu'il y a toujours une évaluation, mais après la décision, il n'y aura pas de sanction aussi bien pour le performant que pour l'autre. Donc ça, c'est un facteur que nous devrons plaidoyer au niveau des décideurs de, comment dire, de primer la performance. Secondo, quand il y a des opportunités à exceller dans un domaine, nous exhortons les praticiens de saisir l'opportunité. Par exemple, comme actuellement, moi, c'est le lead dans l'élaboration de la politique nationale de l'évaluation. Il y a une formation en ligne payée par l'UNICEF pour les praticiens. Donc, 76 praticiens se sont inscrits, mais finalement, 20 ont suivi la formation. Imaginez, c'est une formation de niveau international qu'on nous offre les praticiens. 76 se sont inscrits et 20, finalement, ont suivi la formation, alors que c'est une formation certifiante du cabinet César Clear à Dakar. Donc, il y a des opportunités à saisir et donc, si nous voulons exceller dans un domaine, la capacitation est d'un socle. Pour conclure, l'évaluation des politiques publiques ne vise pas à juger ou sanctionner les administrations ou les organismes qui les mettent en œuvre et encore moins les personnes. Elle est un outil de connaissance pour éclairer la décision politique, améliorer l'action publique et rendre compte aux citoyens. À défaut, les décisions politiques peuvent conduire à des situations paradoxales, à l'instar de la multiplication des dépenses fiscales sans réaliser préalablement un examen approfondi de l'utilité et de l'efficacité de celles déjà à l'œuvre. Cependant, la volonté de la puissance publique est essentielle pour déclencher le processus d'évaluation qui traverse plusieurs étapes et engage de nombreuses parties prenantes. In fine, se pose aussi la question de la traduction effective dans la décision politique des conclusions d'une évaluation réalisée. Et merci beaucoup. On espère qu'on va se rencontrer même virtuellement dans les prochaines journées ou demi-journées sur l'évaluation. Et nous souhaitons donc un bon avenir, un bon succès pour l'évaluation. Merci.